Mark Carney continue de garder son calme face aux insultes de Donald Trump. C'est une négociation tough. C'est une question de l'avenir des entreprises canadiennes. Et on a une démonstration ici que nous avons des options. Une femme sévèrement brûlée après l'explosion de son réchaud de camping. Et alors que tout coûte cher, c'est le temps de se procurer du blé d'Inde du Québec. Les prix sont en forte baisse. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée, tout le monde. La relation entre le Canada et les États-Unis s'est détériorée depuis le début de la guerre tarifaire. Et disons que le président américain ne gêne pas pour insulter le Canada, comme il l'a fait dans un discours hier en traitant le pays et ses dirigeants de désagréables. Et là, de passage à Saguenay, aujourd'hui, Mark Carney qui a voulu montrer que les attaques répétées de Donald Trump envers le Canada ne l'ébranlent pas. Le premier ministre canadien n'a d'ailleurs pas mâché ses mots lorsqu'il a été question des commentaires du président américain. Lila Mouche. Mark Carney s'est donc justifié en quelque sorte aujourd'hui à propos des insultes de Donald Trump. La question se pose, pourquoi sommes-nous nasty mesquins selon Donald Trump? Eh bien pour le Premier ministre, on est plutôt difficile en négociation. C'est une négociation tough. On peut changer l'adjectif et dire nasty, mais le Canada, c'est une question de job canadien. C'est une question de l'avenir des entreprises canadiennes. À l'entendre dire, le Canada est dans une position de force. Mark Carney se veut rassurant. Il dit même qu'il est facile de discuter avec Donald Trump. Carney veut un accord gagnant-gagnant et il ne faut pas accentuer les tensions. Reste qu'on aurait des leviers selon lui. Et pour une rare fois, le Premier ministre nous donne des éléments de réponse. Nous avons des options. Et nos options est d'investir dans l'avenir, d'investir dans la durabilité et de créer d'autres occasions pour nos exportations. OK, on a des choses que les Américains veulent. Ils disent qu'ils ne veulent pas, mais ils veulent. Les minéraux critiques, par exemple, l'énergie, potache, tout cela. Ça, c'est la raison pour laquelle le Canada est tough avec les États-Unis. On rappelle que les négociations sont en cours et qu'elles ont pour but d'avoir une entente avant le 19 août. Si ça ne fonctionne pas, ce sont des nouveaux droits de douane de 50% sur quelques 28 milliards d'exportations canadiennes qui seront touchés. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, Donald Trump a signé un nouveau décret sur le droit du sol, empêchant les enfants de mères qui s'y rendent pour accoucher de devenir automatiquement américains. Et selon lui, des gens fortunés montent des affaires autour du droit du sol. Enfin, Donald Trump a lui aussi voulu se justifier aujourd'hui sur la quantité de munitions qu'il possède. On se souvient il y a quelques jours que l'Ukraine demandait à avoir accès à des missiles intercepteurs américains. Mais pourtant, selon plusieurs médias, les stocks américains sont au plus bas. Évidemment, ce n'est pas l'avis de Donald Trump qui s'était exprimé plus tôt ce matin sur son réseau social Truth Social, mais plus tard en journée dans le bureau ovale. We have certain types which are very powerful and very good, and we have an unlimited supply, so we're in great shape. But with that being said, we always want more. We have to have more. We have literally massive amounts of ammunition. Donald Trump qui affirme que plusieurs armes américaines circulent à travers la planète et que s'il veut les récupérer, il peut. Sur la scène provinciale, la bataille s'annonce corsée dans la circonscription de Lévis sur la rive-sud de Québec. Il y a le Parti québécois qui a présenté aujourd'hui Yannick Godbout comme candidat. Il fera face notamment à nul autre qu'au ministre sortant caquiste Bernard Drainville. Le candidat péquiste est un ancien délégué du Québec à Los Angeles et il travaille actuellement comme directeur du développement des services internationaux chez Desjardins. On le sait, là, dans la région de Québec, il risque d'y avoir beaucoup de courses serrées lors des prochaines élections provinciales. Et d'ailleurs, chez les libéraux, les personnalités se succèdent après l'ancien président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc. Eh bien, c'est au tour du PDG de la mission Old Brewery, donc un organisme bien connu à Montréal, de tenter de se faire élire. James Hughes sera candidat dans Vaudreuil en Montérégie. Le séjour en nature d'une adepte de camping a tourné littéralement au cauchemar. C'est qu'elle a été gravement brûlée après que son poêle au butane ait explosé. Et c'est une situation qui démontre à quel point il faut constamment demeurer vigilant. Les détails avec Juliette Poirot. Ma face ce matin,
Nancy Lortie a vu son séjour au camping virer au cauchemar. Elle a été brûlée sur 30% de son corps, au visage, au ventre, aux bras, à la poitrine, après que son brûleur au butane ait explosé. Sur Facebook, elle a décidé de montrer ses brûlures pour sensibiliser la population sur la dangerosité de ces appareils de camping. La plupart des incidents sont reliés avec une mauvaise utilisation de l'appareil. Par contre, ça peut aussi être une défectuosité de l'appareil. Donc, c'est de là que ça prend les mesures de sécurité. Il faut faire attention à nos appareils. Également, étant donné que c'est des appareils de camping, souvent, c'est des appareils qui n'auront pas servi 6 à 8 mois dans l'année. Donc, quand on se prépare à notre saison de camping, c'est important de faire l'inventaire de l'ensemble de nos équipements qu'on a. Les brûleurs au butane peuvent en effet être très dangereux. Les histoires d'appareils de cuisson pour le camping qui prennent feu sont nombreuses. Seulement en dessous de la publication de Nancy, plusieurs personnes ont partagé des histoires similaires. Et ici, au camping de Boucherville, même si les campeurs sont habitués d'utiliser des appareils de cuisson portatifs pour le camping, eh bien, ils savent qu'il faut être prudent. Je m'assure que les enfants soient plus éloignés et puis je reste proche. On essaye de faire le plus sécuritaire qu'on peut. On garde toujours une personne qui regarde. On essaie de l'utiliser avec un récipient assez large là, pour pas que ça tombe. Là, puis on n'en met pas trop. Là, ou on demande aux enfants de jouer un petit peu plus loin quand on fait bouillir de l'eau. J'avais presque eu un accident parce qu'ils ont laissé le butane partir, mais ils ont oublié de l'allumer. Et à cause de ça, dès que j'ai allumé, toutes les poils sur mon bras droit ont brûlé. Si on s'assure d'avoir des appareils qui sont homologués et qu'on est capable de bien utiliser en respectant les consignes, ça peut se faire de façon sécuritaire. Sur un autre ordre de grandeur, en ce moment, depuis 3 ans, avec les campements pour itinérants qui sont en croissance partout sur l'île de Montréal, bien, on a également une quantité d'incendies qui va en augmentant. Et dans ces campements-là, souvent, on va retrouver de très grosses bouteilles de propane, des plus petites bouteilles de propane comme celles sur notre barbecue ou des appareils au butane. C'est pas rare que dans un feu de campement, nos équipes arrivent en premier et ce qu'on entend, c'est des explosions de toutes sortes parce que ces équipements-là de camping sont en train d'exploser. Santé Canada émet même régulièrement plusieurs recommandations pour une utilisation sécuritaire des réchauds et des appareils de cuisson portatifs. La plus logique, oui, mais bien sûr, la plus importante, c'est de suivre à la lettre les instructions du fabricant. Au camping des îles de Boucherville, Juliette Poirot pour Nouveau Info. L'épicerie, on le sait, coûte vraiment cher, mais il y a une bonne nouvelle qui va alléger votre portefeuille. Le prix du blé d'Inde du Québec a diminué de 23 en près d'une semaine. Et pour comprendre pourquoi, je joins la présidente de l'Association des producteurs maraîchers du Québec, Catherine Lefebvre. Bonsoir, Madame Lefebvre. Bonsoir. Donc d'abord, est-ce que ça s'est déjà vu dans les dernières années, une baisse aussi drastique au niveau du blé d'Inde? Oui, j'imagine. On le vit souvent là, à chaque année, là, tout dépendamment du temps de l'année. Mais oui, on vit des baisses assez intenses là, de temps en temps. Et qu'est-ce qui explique justement cette année cette diminution du prix du maïs sucré québécois? C'est vraiment les surplus. Là, ça fonctionne avec l'offre et la demande. Le début de saison étant tellement froid que les premières cultures là, qui ont été mises en champ au mois d'avril-mai ont retardé leur croissance, donc sont arrivées un petit peu plus tard qu'à l'habitude. Puis la chaleur s'est installée, les conditions climatiques parfaites sont arrivées un petit peu par la suite là, pour le maïs. Donc, on recule les premières récoltes, puis on devance les autres. C'est ce qui donne vraiment le surplus. Et là, on dit quand même que c'est une bonne nouvelle pour le portefeuille des consommateurs, mais c'est quoi concrètement l'effet sur les maraîchers? Est-ce que c'est une bonne nouvelle quand même pour eux? Ça dépend. Il y a certaines chaînes là, qui vont aller vraiment là, demander des spéciaux là, aux producteurs pour être en mesure de perdre le moins d'argent possible là, pour faire des spéciaux en circulaire. D'autres vont aller vraiment là, à la perte là, pour faire les annonces dans la circulaire. Ça dépend vraiment. Par contre, une chose est sûre et certaine, c'est qu'on ne pourra pas retrouver ce prix-là là, au kiosque de maïs frais, puisque c'est en dessous
deçà du coût de production. Donc, un producteur là, qui a son kiosque à la ferme à chaque jour d'ouvert, c'est impossible là, d'être capable de faire ce prix-là pendant des semaines et des mois là, pour le restant de la saison. OK, c'est quand même assez intéressant, cette nuance-là. Et dites-moi, est-ce que ça va se répercuter également sur d'autres fruits et légumes qui proviennent du Québec aussi? Est-ce qu'on pourrait voir des prix plus bas qu'à l'habitude? Je pense aux fraises, aux bleuets, par exemple. Bien, on le voit présentement là, sur les laitues avec ce qui se passe aux États-Unis, là, la bactérie là, qu'on entend beaucoup parler. On voit là, vraiment une diminution là, de la demande. Donc, il y a présentement des surplus dans la laitue. Les prix sont quand même assez bas cette année dans plusieurs cultures. Là. Notamment, on peut parler du chou, du poivron. J'entendais tantôt les pommes de terre, même s'ils viennent de faire leur arrivée sur le marché, la demande n'est pas là. Donc, ça fait des prix là, qui sont beaucoup plus bas là, qui sont remis aux producteurs. Ça ne sera pas une année extraordinaire pour la rentabilité de nos producteurs cette année. Et comment ils vont faire peut-être pour pallier justement à ce manque d'argent dans les coffres? Est-ce qu'on parle d'aide du gouvernement? Comment on peut les aider? Non, c'est vraiment pas une partie de plaisir là, de faire des demandes de la sorte au gouvernement. On a des programmes de gestion de risque qui existent, mais le problème qu'on vit présentement, c'est que ça fait plusieurs années là, qu'on vit les aléas climatiques. Donc, ces programmes-là ont déjà déclenché par le passé et ne peuvent pas déclencher 2-3 années conséquentes. Donc, c'est vraiment là, le producteur là, qui va en payer le prix. Qui doit subir, en fait, les pertes pour cette année. Madame Lefebvre, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir. Merci de l'invitation. Les trottinettes électriques sont bien populaires, notamment chez les jeunes, mais, il faut le dire, elles s'avèrent aussi très dangereuses. Les accidents avec ces engins grimpent en flèche. Et dans une enquête de la presse, on peut lire l'histoire d'adolescents qui ont été gravement blessés. Et pour en parler, on parle avec le médecin de famille et président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice, Dr Luc Degary. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Mme Gray. Donc, d'abord, on voit que le nombre d'accidents entre trottinettes électriques et voitures a plus que doublé en 1 an au Québec. Comment on peut expliquer de tels chiffres? Bien, par l'augmentation de la popularité des trottinettes électriques. Si on regarde, il y a celles que les gens vont se procurer personnellement, mais il y a celles aussi qui peuvent être louées. Donc, si je regarde juste au coin de la rue chez nous, il doit y avoir une quinzaine de trottinettes électriques que les jeunes peuvent louer pour se déplacer. Donc, il y a une augmentation d'utilisation qui est quand même assez impressionnante là, dans les 2-3 dernières années. Donc, on peut s'attendre à une augmentation là, des collisions directement reliées à ça. Là. Et bon, on le sait, ça peut rouler quand même relativement vite, une trottinette électrique. Lorsqu'on a un accident, quels sont les risques de blessures qu'on peut avoir avec ce genre d'engin-là? Les risques, dans le fond, les risques de blessures sont infinis. C'est un peu l'équivalent là, de prendre un jeu de cartes, de le lancer et d'essayer de deviner ça va être quoi la blessure du jour parce que il peut y avoir des blessures mineures comme des abrasions et des petites ecchymoses, mais on parle souvent de blessures majeures, surtout à des vitesses de 50-60 km/h. Là. On va parler de fractures, on va parler de commotion cérébrale, on va parler d'hémorragie intracrânienne, on va parler de pneumothorax, dans le fond, des côtes qui brisent puis qui peuvent percer les poumons. Vous pouvez vous imaginer là, que tout peut arriver dans ces situations-là. Là. Puis surtout que la majorité du temps, les gens qui circulent, si je regarde les images que vous me montrez présentement en gogoune, on peut s'attendre avec la moindre chute, peut causer quand même des dommages importants. Ah, mais c'est ça, on a l'impression que les gens souvent prennent les trottinettes électriques, peut-être ont moins le réflexe de porter le casque, par exemple, où justement on les voyait là, en gogoune, en short, puis on se promène sur des trottinettes électriques. Puis comme on le disait, vraiment très populaire chez les jeunes, mais il faut dire qu'il faut quand même être âgé d'au moins 14 ans pour conduire des trottinettes électriques, mais en même temps, est-ce qu'on ne devrait pas augmenter peut-être la limite d'âge pour conduire les trottinettes? Bien, je ne pense pas qu'augmenter la limite d'âge est nécessaire parce que si on regarde les scooters, les jeunes peuvent avoir un permis de conduire à partir de 14 ans et se déplacer en scooter. Donc, je ne pense pas que de changer l'âge est la solution. Je pense que l'important, c'est de bien réglementer l'utilisation de ces engins-là. Donc, s'ils sont pour se déplacer à des vitesses
aux alentours de 50-60 km/h, il devrait avoir un cours de conduite qui vient avec parce qu'il devrait respecter les mêmes règles de conduite que les automobiles ou les scooters électriques. Présentement, on dit, OK, ça devrait être maximum 25 km/h pour les déplacements, mais il y a jamais personne où il y a très peu de surveillance par rapport à ça. Les gens se déplacent dans toutes les situations, sur les trottoirs, dans le milieu de la rue, les pistes cyclables. Donc, il n'y a vraiment aucun contrôle par rapport à ça. Et on peut comprendre que quand c'est utilisé de façon inappropriée, on augmente le risque d'impact de façon significative, puis que ce soit avec des autos, avec des poteaux, des arbres, d'autres gens qui se promènent en vélo. Donc, il y a beaucoup de situations dangereuses à ce niveau-là. Tout à fait. Donc, quand même, à tout le monde, porter le casque, ça devrait être de mise lorsqu'on prend une trottinette électrique. Monsieur Dr Degary, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Très apprécié. J'espère aussi que la santé publique va s'en mêler un petit peu parce qu'on a besoin d'aide à ce niveau-là. Tout à fait. Le message est lancé. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Les mythiques boules multicolores du village à Montréal feront leur retour au-dessus de la rue Sainte-Catherine. On ne sait pas quand exactement. Une chose est certaine, c'est un élément important du plan de revitalisation du quartier. Là-dessus, Marie Cassimard. Les célèbres boules du village reprendront leur place au-dessus de la rue Sainte-Catherine-Est. Les boules sont bien plus qu'une œuvre d'art. Elles sont devenues un symbole du village. Elles sont devenues un symbole de Montréal. Et des milliers de sphères, toutes différentes, réunies dans une seule œuvre, à l'image du village, d'une communauté où chacun peut être pleinement lui-même. Les boules avaient été retirées du village en 2019, 8 ans après avoir fait la fierté du village à la demande du créateur lui-même, Claude Cormier. Je dirais qu'on a remarqué la fin du projet des boules et c'est pour ça qu'on est aussi enthousiaste à l'idée du retour des boules dans le village. Donc, on s'attend quand même à ce que le retour des boules dans le village, ça ramène aussi toute une clientèle touristique qui va créer de l'achalandage. Là, c'est une annonce qui est faite durant la fierté. Est-ce que tu sens que dans les dernières années, on était un peu moins fiers? Oui, il y a même des gens des communautés qui venaient plus. Il y a deux vitesses en ce moment. Il y a une ouverture comme jamais. Il y a une bienveillance chez les Québécois et les Québécoises qui est à souligner. Mais il y a en parallèle aussi une violence décomplexée. Et je pense qu'on a besoin de ce village-là pour nous rassurer. C'est un lieu d'invitation, pas juste pour les communautés LGBTQ+, pour tout le monde. C'est évident que c'est pas les boules qui vont régler le problème de l'itinérance, le problème de la santé mentale dans les rues. Et c'est sûr que ce ne sera pas les boules. Mais ça fait du bien en maudit au moral. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Un des aspects des interventions peut-être plus présentes sur la rue Sainte-Catherine, c'est que les activités indésirables vont se déplacer vers les rues transversales, vers les mini-parcs. Et ça, évidemment, ça affecte très directement la situation des résidents. En fait, le village s'apprête à accueillir près de 30 000 nouveaux résidents dans les prochaines années avec tout le développement immobilier autour. C'est énorme. C'est l'équivalent d'une ville qu'on rajoute dans un centre-ville. Donc, il faut le préparer, ce quartier-là, pour l'arrivée de ces nouveaux résidents. Puis le réaménagement de la rue Sainte-Catherine, mais c'est au cœur de ce nouveau village-là qu'on est en train de construire. Puis les études le démontrent, l'occupation positive de l'espace public, ça contribue au sentiment de sécurité des personnes qui le fréquentent, qui habitent le secteur. Symbolique, ce geste est le premier d'une série d'autres. Nous reconstruiserons complètement les conduites d'aqueduc et d'égouts. Nous intégrerons des infrastructures vertes. On va remplacer le terrazzo prévu par du béton et du granit beaucoup plus résistant. Et nous avons aussi choisi un mobilier urbain fabriqué ici même, dans les ateliers de la ville, par nos cols bleus. Nous avons choisi un aménagement qui va être flexible. Une rue où les piétons demeurent prioritaires, mais où on conserve la possibilité d'adapter son fonctionnement selon les besoins. On l'a vu il y a 1 an, quand le projet avait été annoncé par la mairesse Plante à l'époque. L'ASDC était d'accord avec le projet. Tout le monde était prêt à travailler ensemble pour justement animer la rue l'hiver. Effectivement, il faut faire un travail d'animation. Tout était en place, tout était prêt. Puis là, on retourne à la table de dessin sur la piétisation. Le budget de réflexion reste le même que celui qui avait été annoncé par la précédente administration, soit de 200 millions de dollars. Le coût des boules, quant à lui, sera de 2,5 millions de dollars sur 10 ans. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info. Le zoo de Granby fait une importante mise en garde. C'est que des visiteurs auraient eu un contact physique avec un macaque japonais à travers un grillage. Toutefois, c'est que les singes peuvent transmettre dans de rares cas le virus de l'herpès B. C'est une infection peu fréquente, mais qui peut entraîner des complications non désirables. La santé publique de l'Estrie demande donc aux visiteurs qui les auraient touchés d'être particulièrement attentifs à leur état de santé.
au site de la griffure ou de la morsure, disons que c'est par exemple à la main, on pourrait voir apparaître, ça peut être dans les 2-3 jours à 6 semaines après avoir été exposé. Donc, ça, disons là, dans le premier mois essentiellement, on pourrait voir apparaître des lésions un peu de type feu sauvage, là, des petites vésicules au site qui pourraient piquer tout ça et tranquillement avoir un syndrome un petit peu plus de type grippe, le grippal. Opération de sauvetage vraiment hors de l'ordinaire ce matin à l'île Verte, dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a un camion qui transportait environ 1300 porcelets qui s'est renversé dans un fossé après avoir heurté un poteau électrique. Plusieurs bêtes ont malheureusement péri dans l'accident, mais la majorité quand même ont pu être récupérées et transférées dans d'autres remorques. Le conducteur a quant à lui été conduit à l'hôpital. On ne craint pas pour sa vie. C'est quoi du base jumping? C'est la question que plusieurs personnes se posent en voyant ces athlètes sauter de la tour de la Cité de l'Énergie à Shawinigan. C'est un saut qui représente 120 mètres, ce qui équivaut à 40 étages. Le base jump, c'est au lieu de se lancer d'un avion ou d'une montgolfière, bien, ils vont se lancer en bas d'un building, d'une antenne ou, mettons, d'une falaise. Puis souvent, ces gens-là vont voyager partout sur la planète pour aller sauter de rares objets qui sont accessibles parce qu'ils sont légaux ou autorisés à être sautés. Moi, ça fait 53 ans que je saute en parachute, que je pilote des avions. Puis ça fait 37 ans que je fais du base jump, tu sais. Ça fait que j'ai comme un cercle d'amis qui est autour de ça. Moi, je me trouve chanceux. Pour moi, là, c'est à 72 ans, continuer de sauter encore, c'est comme une victoire à chaque saut. C'est comme je célèbre la vie. Puis ça prend du courage quand ça vient le temps de sauter. Et non pas de la témérité. C'est deux affaires différentes. Le courage, c'est quelque chose que tu peux faire en continu. Là, réaliser ce qui est juste, bon et bien, mais en continu, jour après jour aussi. Ça fait que je les ai vus grandir là-dedans, être entourés de monde courageux. Chacun va trouver sa propre force là-dedans. Puis quand ça vient le temps de sauter, des fois, c'est un autre qui va être prêt à dire « OK, j'y vais le premier ». C'est une bombe atomique émotionnelle au cerveau. Quand on saute, la récompense de ça, là, la cerise sur le gâteau, c'est que moi, je repars avec ça. Là. Je viens d'être shooté, là, je suis comme en amour avec la vie. Avec cette nouvelle entente, les membres de Jump Off pourront désormais effectuer du base jumping sur une base régulière. Une occasion en or de faire découvrir la région. Du haut de la Cité de l'Énergie à Shawinigan, William Gem pour Nouveau Info. Une tornade a bel et bien touché Repentigny. Dimanche dernier, le Northam Tornadoes Project confirme qu'il s'agissait d'une tornade de force EF0 avec des vents pouvant atteindre 130 km/h. La tornade a parcouru environ 1 km au cœur de la ville, ce qui a causé notamment des dommages à des voitures et à des arbres. Il s'agit de la 6e tornade confirmée au Québec depuis le début de l'année. Et ce qu'on va surveiller demain, bien, les annonces se multiplient en politique provinciale. Christine Fréchette qui va présenter des candidats dans la région de Québec. Alors voilà, là-dessus, passez une agréable soirée. Nous, on se retrouve demain dès 17h.